verre, pardon, que j'ai beaucoup aimé. La cicatrice est encore létale. Je trouve que c'est une belle introduction à notre propos. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Laura Nina Laventure, je suis psychologue, psychothérapeute et j'exerce depuis 13 ans maintenant. Mais depuis mon entrée en psychologie, je me suis fait la réflexion qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait ce regard sur la réalité d'où je sortais. C'est-à-dire que je suis née en Martinique, il y a des choses que je ne comprenais pas et des choses sur lesquelles j'avais besoin de mettre du sens. Et plus j'avançais dans ces années-là, plus je me rendais compte que ce sens, je ne le trouvais pas sur les bancs de l'école. Mais je me suis quand même intéressée au sujet que j'avais appelé à l'époque le retour de l'ancêtre. Parce que je voyais déjà à ce moment-là que c'est à travers les ascendants, à travers le transgénérationnel qu'on pouvait aussi trouver des réponses. C'est ainsi qu'est née l'association Negmaron, dont vous avez le logo juste là, qui est un homme qui souffle dans une conque de lambis. Pour ceux qui ne connaissent pas la conque de lambis, c'est un instrument tout autant que c'est un outil de communication qui permettait de dire en fait ce qui se passe, permettait d'avertir quand les colons arrivaient, quand ils venaient chasser, je cite, du nègre. Et finalement, c'est au sein de cette association que j'ai commencé à créer à travers un laboratoire de recherche un lieu où on pouvait enfin parler de ces questions, se sentir libre de cela. Sociologues, anthropologues, biologistes et bien d'autres personnes m'ont rejoint dans ce laboratoire pour parler des questions de l'impact et des conséquences de l'esclavage et de la colonisation. Et c'est ainsi que je nourris mon envie, mon besoin de trouver des réponses et que je souhaite le partager avec vous ce soir. Merci beaucoup Laura pour cette présentation, introduction. Et merci aussi aux deux personnes qui sont intervenues avant. Effectivement, ça nous a mis directement sur la lancée de ce qu'on avait à dire. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Jérémy Piola. Je suis docteur en sciences politiques et sociales et anthropologue. Et je travaille surtout sur les questions de la violence, des discriminations et du corps. Voilà. Et je veux dire, pour moi, je suis vraiment honoré d'être invité ici ce soir par Silvio dans le cadre de je crois que c'est le 11e anniversaire, c'est ça? Du festival des abolitions, d'abolitions qui sont toujours évidemment à rejouer, et même je dirais d'auto-abolition. Si je regarde l'histoire, il s'agit plutôt d'auto-abolition que de choses qui ont été données. Et pourquoi je suis très honoré d'être ici? Parce que pour moi, les Antilles représentent un épicentre de l'abîme colonial et de la décolonialité. Je veux dire, c'est des Antilles qui sont sorties d'Afrique aussi, évidemment, mais des Antilles aussi, on est là aujourd'hui, sont sortis des êtres et des penseurs majeurs comme Frantz Fanon, Aimé Césaire avant lui, mais aussi Édouard Glissant, Raphaël Confiant, Garcin Malsa, l'ancien maire de Sainte-Anne, qui ont pour moi été des grands inspirateurs et le sont pour toujours. Voilà. Et simplement, je voudrais dire, avant de proposer à Laura d'introduire notre propos donc sur identité et violence, que à l'heure actuelle, je considère qu'on parle à partir d'un point un peu spécial, qui est une période spéciale qui n'était pas exactement la même il y a 4 ans, même s'il y avait ou 4 ans, 5 ans, même s'il y avait des points communs, c'est qu'on a longtemps parlé d'époque post-coloniale, d'analyse post-coloniale, d'époque néocoloniale. Aujourd'hui, je pense qu'on est rentré depuis à peu près 2022, avec une grande accélération en 2024, dans une période recoloniale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des reconquêtes coloniales qui sont à l'œuvre, qui sont violentes, qui tuent, et qui vont tuer qui tuent, qui frappent, qui empourrissent la vie de toute une série de personnes et de groupes sociaux. Et ça n'a pas l'air d'être prêt de finir. Et donc, pour moi, c'est à l'intérieur de ce contexte que s'inscrit notre présence et notre intervention, et ce thème de violence et d'identité. Et je voudrais faire une dédicace à tous ces lieux qui ont beaucoup de points communs, de par leur histoire, mais aussi leur mode de résistance, tels que justement, notamment les Antilles, ou actuellement la Palestine, qui est en train de se faire génocider depuis plus d'1 an et demi. Voilà. Et donc, j'invite ma consoeur en psychologie, et, avec qui on a pu partager pas mal de choses en préparant cette conférence et cette thématique, à prendre la parole et à nous dire la suite. Voilà. Et je vais écouter avec grand intérêt. Merci Jérémy. Alors je vais démarrer cette conférence en prenant l'un des mots du titre, c'est le mot identité. Le mot identité recouvre énormément
vous définissez le mot identité, qu'est-ce que c'est pour vous, l'identité? Je vais passer le micro, je vais jouer le jeu. Merci. C'est multiple, la réponse. Ça peut toucher à la sexualité, ça peut toucher à l'histoire d'un peuple. Je prends par exemple la bataille des Bretons dans l'histoire de la France. L'identité, c'est est-ce que je suis pauvre ou riche? Est-ce que je suis conquérant, dominateur, etc. Pour moi, c'est définir sa personne dans le monde actuel. Merci beaucoup. Définir sa personne dans le monde actuel. Ou alors définir sa personne à partir de ce qui nous touche ou de ce qu'on est, pour reprendre la première définition proposée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tous, sans exception. Ah, j'ai vu quelqu'un soulever les épaules. Pour moi, l'identité, c'est ça et plus encore. L'identité recoupe deux grandes catégories. Disons que l'identité, on peut la découper en deux grandes catégories. L'identité qu'on va dire qui est personnelle, dont a parlé le second monsieur, et l'identité sociale, dont a parlé le premier monsieur. C'est impressionnant quand même. J'aime beaucoup poser des questions parce que bien souvent, vous avez déjà énormément de réponses. Et l'identité, en fait, personnelle, c'est cette identité qui se base sur nos caractéristiques physiques, nos caractéristiques psychiques, donc ce qui se passe dans notre tête, et en même temps le sentiment d'être soi-même. C'est-à-dire que quand on met tout ça de manière cohérente, eh bien, on y réfléchit, on se dit « Ok, ça c'est moi. Je suis d'accord avec cette définition de moi. » Et l'identité sociale, eh bien, c'est ce moi-là, justement, qui se sent soi, qui est dans un contexte. Et quand ce contexte est favorable, eh bien, on garde toujours le sentiment d'être soi. Mais si ce contexte est défavorable, si ce contexte est violent, si ce contexte est un contexte qui vous attaque, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le sentiment d'être soi va diminuer de plus en plus. Et dans cette identité sociale, eh bien, vous avez les différents rôles. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes là en tant que conférenciers. C'est un rôle. Et vous, vous êtes là en tant que spectateur, c'est un rôle. Mais vous avez certainement d'autres rôles de votre vie. Parents, enfants, dans vos métiers. Par exemple, je connais un community manager, là-haut. Chacun a ses rôles, en fait. Et ces rôles, peut-être, peuvent ne pas correspondre à qui vous êtes. C'est-à-dire que c'est un masque que vous mettez, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est cohérent pour vous. Vous n'allez pas dire, ah non, moi, ce que je suis, c'est, voilà, je suis community manager. Et c'est cohérent pour moi. Peut-être que non, c'est un masque que vous mettez. Tout ça, tout ce que je vous explique là, c'est désancré de la thématique, c'est-à-dire le reste, le colonialisme et la violence. Mais du coup, si on se remet dans notre thématique, qu'est-ce qui se passe? Bien des choses influencent ce que je viens de dire là. Si vous avez une certaine identité, une certaine idée de vous-même, et que brusquement, quelqu'un débarque chez vous, ouvre la porte pendant que vous dormez, vous tire par les cheveux et vous amène dans un endroit que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui se passe pour l'identité? Quand la violence s'installe, la violence extérieure et la violence intérieure s'installent, eh bien l'identité s'étiole de plus en plus. On perd d'abord l'identité sociale, donc on perd tous les rôles sociaux qu'on connaissait avant, et ensuite on commence à perdre des choses qui nous semblaient habituellement normales. Par exemple, en ce qui concerne les caractéristiques physiques. Si vous définissez, eh bien tiens, je suis grand, je suis comme ci, je suis comme ça, et puis brusquement vous dire, ben tiens, regarde, t'es bizarre, tu as une drôle de couleur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as cette couleur-là? Chez moi, les gens, ils sont beaux, ils sont comme ci, ils sont blancs, ils sont teints de porcelaine. Et brusquement, on introduit une nouvelle donnée. Ah tiens, ma couleur de peau, oui, je dois prendre ça en considération pour comprendre mon identité. Et bien, au fur et à mesure, en fait, que le choc avec le regard de quelqu'un d'autre va venir, et bien à l'intérieur de soi va se défaire. On parle même d'aliénation en fait du sentiment d'être soi. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, eh bien, en fonction du contexte, vous allez vous mettre au fur et à mesure à changer en fait votre regard sur votre identité. Et tout cet ensemble de caractéristiques propres
à vous-même, que vous distinguez habituellement, va bouger, va être mouvant. Et quand l'identité bouge trop, eh bien c'est quelque chose qui va amener des difficultés à ce... Ah bah tiens, oui là je crois que la sodomie c'est une manière de dire que... Non mais c'est ça, mais c'est vrai, c'est mission impossible de se définir quand on est dans un contexte qui nous est défavorable. Non, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'était une belle pause. Et oui, mais c'est vrai, c'est mission impossible en fait de définir qui on est quand le contexte nous est défavorable et que quelqu'un nous oppose un certain regard sur soi. Du coup, la suite un petit peu de ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quand le regard colonial est venu s'imposer aux populations qui ont été esclavagées, eh bien, ces personnes ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle des résistances. C'est-à-dire que quand notre identité est menacée, notre psychisme, lui, son principe, c'est la survie. Donc, il va commencer à résister. On va se créer des scénarios dans notre tête, on va faire plein de choses. On va résister déjà à l'intérieur et résister dans les camps. Mais on sait que quand il y a eu les razzias des populations noires, eh bien, il fallait tuer au moins 10 personnes pour en capturer une. Donc la résistance se faisait d'abord avec le corps, donc cette identité dans laquelle eh bien, on fait partie d'un groupe et ce groupe doit assurer sa survie, s'est mis en place. Sauf qu'une fois qu'on a été kidnappé, enchaîné, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est à l'extérieur vient à l'intérieur, c'est-à-dire que la lutte extérieure devient une lutte intérieure. On cherche comment survivre avec son psychisme, sauf que les violences vont se répéter. Dans la cale du bateau, eh bien, les violences se répétaient. C'était journalier, c'était pendant des mois, c'était comme des camps de concentration d'ailleurs. J'aime beaucoup l'exemple des camps de concentration parce qu'on comprend bien l'intensité et la fréquence de la violence venait en fait arracher à l'individu ce qu'il connaissait, qui était son identité au départ. Et du coup, je vous parle de quelque chose qui est ancien et on pourrait se dire, ben tiens, c'est une histoire complètement dépassée, ça n'est plus d'actualité. J'ai beaucoup entendu ça. Sauf que c'est mettre de côté, en fait, cette difficulté qui s'est installée, c'est, ben tiens, puisqu'en fait, cette identité, on est obligé de la remanier, au bout d'un moment, on n'entend que ça, eh bien, ça va devenir non pas pertinent, mais une donnée en plus à prendre en considération. Par exemple, ben, tiens, les gens ils vont se rendre compte, au bout d'un certain temps, qu'ils sont coincés de différentes manières. Et du coup, on va inclure ça dans son identité. Et quand on aura des enfants, eh bien, on va leur dire, oui, ben tiens, ça aussi, ça fait partie de toi. Et puis de génération en génération, quand ces personnes allaient parler de l'Afrique, eh bien du coup, d'accord, mais on n'a jamais vu. Et en fait, le fait de manquer de données, cela va installer presque des secrets, en fait. C'est-à-dire que notre identité vient, en fait, se construire à partir de choses qu'on ne peut plus palper, de choses qu'on n'a pas le temps de transmettre. En effet, sur la plantation, il n'y avait pas le temps. Le temps de travail, quand il était fini, eh bien, il y avait le temps de la survie. Il fallait, tiens, par exemple, pêcher des crabes pour s'en sortir. C'est-à-dire que tout le temps était investi à plein de choses qui étaient loin d'être nourrissantes pour l'individu. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait tout ça en fait? Quand on a cette idée de soi complètement différente du soi de départ, eh bien on transmet quelque chose, on commence à l'intérioriser, on commence à considérer que c'est véritablement soi. Et puis on nous répète, ben tiens, voilà, ça c'est toi. Pour abréger mon propos à ce sujet-là, l'identité finalement va se construire à partir de l'ancien regard, mais à partir surtout du nouveau regard, du regard qui a eu à vivre ce choc, le choc de la rencontre avec l'autre, le choc de la violence subie avec l'autre. Et au fur et à mesure, eh bien, quand on regarde l'impact de ces difficultés qu'ont vécu les populations noires, les personnes esclavagées, eh bien, c'est transmis de génération en génération, pas de manière linéaire, ce n'est absolument pas linéaire. On a cette capacité à créer, à transformer, et en même temps l'environnement changeant. Par exemple, il y a eu les abolitions qui ont donné, eh bien, du coup, accès à une très très grande clochardisation des personnes esclavagées,
Puisqu'en fait, ben oui, ok, on abolit, soit, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On fait quoi? Et le fait de devoir revenir par soi-même, dans les mêmes endroits, alors qu'on est censé avoir quitté cette condition-là, le fait, eh bien, que dorénavant, les générations venant pouvaient, entre guillemets, se sauver de cette condition-là, eh bien, il y a la loi du silence qui s'est imposée. C'est-à-dire que ce secret de départ est devenu un non-dit, on ne peut pas en parler, c'est devenu un tabou. Et tout cela, en fait, va créer une certaine identité, une identité de plus en plus morcelée, une identité de plus en plus, finalement, basée sur le regard colonial du départ. Et dans ce regard colonial, eh bien, il y a des stéréotypes, c'est-à-dire des croyances partagées par un groupe extérieur sur les caractéristiques du soi. Ces stéréotypes, eh bien, on va commencer à les entendre. Ah ben tiens, voilà, ces stéréotypes disent, je suis de telle façon. Je pense que vous connaissez quelques stéréotypes à votre propre sujet, quel que soit là d'où vous venez, eh bien, oui, on est d'une certaine manière. Mais est-ce que ça c'est vraiment vrai? Mais du coup, on va avoir peur. Tiens, ce stéréotype, non, finalement, il n'est pas pertinent sur qui je suis. Et bien, de plus en plus, eh bien, pareillement, on va continuer dans la lutte. Puisque je ne veux pas correspondre à ce stéréotype-là, eh bien, dorénavant, je vais faire attention. Ça va devenir une menace pour moi, ce stéréotype. Et on va faire des efforts surhumains pour, du coup, éviter de correspondre à ce stéréotype. Et du coup, la menace du stéréotype sera tout le temps là. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, l'identité, elle se rigidifie. Cette identité, au départ, qui était un puzzle, qui est devenu un puzzle, va finalement, ce puzzle va se rigidifier. Le peu qu'on a quand même, eh bien, on veut le préserver. Et on va mettre de plus en plus de stratégies en place pour qu'on puisse rester conforme à l'opposé de ce stéréotype-là. Et puis, au fur et à mesure, on va se rendre compte, on est traité différemment. Alors qu'il y a eu les abolitions et tout ça, on est traité différemment pour qui on est. D'accord. Et bien, du coup, on va se mettre à lisser la manière dont on est, par exemple. Je pense que vous avez déjà vu des personnes qui sont très grandes, mais vraiment imposantes, mais complètement avachies. Vous pouvez voir des personnes qui, presque naturellement, vont perdre de la hauteur pour pouvoir se conformer à une certaine manière, à une certaine, disons, prendre une posture qui est moins effrayante. Ils vont se courber. Parce que du coup, pour citer quelques auteurs tels que Norman Ajari, après je passe la parole à mon cher Jérémy, Norman Ajari explique à quel point... Comment? Non, j'ai dit tranquille. Non, je fais attention à l'heure. Je sais qu'on se fait taper sur les doigts ici quand on est en retard. Non, moi je suis en plein écoute. Ça marche. Norman Ajari est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle Race... je vais vous retrouver ça et vous en parler, en tout cas ça. Noirceur, merci beaucoup. Noirceur, exactement. C'est Race, classe et quelque chose, le sous-titre, c'est ça. En tout cas, le titre principal, c'est Noirceur, tout à fait. Et dans ce livre, il explique combien les personnes noires vont avoir tendance à lisser la présentation, c'est cette présentation de soi, c'est-à-dire que là, on revient à nos questions des rôles sociaux, c'est pour ça que je vous ai autant parlé de ça au début. Le rôle social qui va être mis en place, c'est un rôle dans lequel on va essayer d'être le moins effrayant que possible. Puisque quand quelqu'un nous croise, on active un certain type de stéréotype, une certaine manière de nous voir qui peut être effrayante, on va gommer des parts de soi, donc des parts de son identité, de la manière dont on se présente, gommer des parts de soi pour pouvoir passer plus facilement. Amener moins de tension, créer moins de conflits, comme le fait de se courber, le fait de moduler sa voix. Il y a des personnes qui, chez elles, vont avoir une certaine voix, et au travail, la voix va complètement changer. La voix va s'adoucir, on va parler de moins en moins fort, on va essayer de ne pas prendre trop de place, mettre dans l'espace ou avec la voix, éviter de dire certains mots, changer son accent, plein de choses finalement qui fait que la nature de départ a été énormément changée. Et on pourrait même se demander qui est ce jeu justement qui a été tant gommé à la fin, qui a subi tant de transformations. Est-ce que ce jeu est encore cohérent avec
ces ancêtres qui m'ont précédé et qui, avant, eh bien, avaient une certaine identité. Avant l'esclavage, avant la colonisation, avaient une certaine identité. Oui, je vous ai parlé de menaces du stéréotype. Il y a aussi ce qu'on appelle des sous-types raciaux de stéréotypes, c'est-à-dire évidemment des stéréotypes destinés aux personnes noires, par exemple, puisqu'on parle des populations noires aujourd'hui. Par exemple, chez moi, on dit souvent que les hommes sont les pires infidèles du monde, voilà. Et tout le monde va s'accorder, va dire « mais oui, mais je connais, j'ai un collègue, lui, il est vraiment comme ça, c'est fou, oh là là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre ». C'est-à-dire que, eh bien, finalement, ce discours qui était à l'extérieur va devenir un discours intérieur à la communauté. Avant, on avait peur des menaces qui venaient de l'extérieur, et puis finalement, on va avoir peur des menaces à l'intérieur de notre propre groupe d'appartenance. Et du coup, va s'installer eh bien, la menace de ce sous-type, en fait, de stéréotype. Cette menace qui ne vient plus de l'extérieur et qui peut venir, en fait, aussi de l'intérieur. Et au fur et à mesure, eh bien, on va se rendre compte, et c'est aussi pour ça qu'on change sa manière d'être, c'est que ces menaces eh bien, vont venir de nos propres pensées. Vont venir, par exemple, dans ma famille, enfin, si on regarde, je m'excuse d'avance, dans ma famille, voilà, on véhicule certaines manières de voir les gens. Et comme toutes les personnes de ma famille ont à peu près ma couleur de peau, et bien quand quelqu'un d'une couleur de peau différente va arriver, oh là là, c'est la catastrophe. Ah mais oui, il faut surtout pas que la personne soit trop foncée. Ah mais non. Tant de générations qui ont fait de leur mieux pour sauver l'image de la famille, attention, c'est pas n'importe quoi. On se marie aussi en faisant attention. C'est-à-dire que finalement, la menace va venir de toutes parts. C'est-à-dire cette identité qui maintenant a introduit cette nouvelle donnée, la donnée de la peau, eh bien, va répondre aussi à ces regards hiérarchiques. Pour ceux qui connaissent, et j'ai l'impression que vous y connaissez très très bien dans ces questions-là, eh bien, le colorisme, c'est-à-dire cette échelle de valeur des couleurs de peau, eh bien, va faire partie des référentiels utilisés pour définir qui on est. Et du coup, les mariages et bien d'autres choses vont se faire de manière stratégique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place plein de stratégies, notamment par rapport à soi, mais aussi par rapport à son entourage, pour ne plus répondre à ces stéréotypes et à ces sous-types du coup ratios de stéréotypes. Il y a énormément d'autres stratégies. Je vais vous passer sur ces stratégies-là, sauf si évidemment dans les questions ça revient. Mais en tout cas, pour résumer un petit peu mon propos, l'identité personnelle va souffrir en fait de cette identité sociale. Et cette identité sociale, en fait, eh bien, va être parasitée par ce qu'il y a à l'extérieur, donc les menaces, les stéréotypes, les menaces subies lorsqu'il y a discrimination, expérimentées directement ou indirectement. Et du coup, ce que je dis, évidemment, c'est que ces stéréotypes et tous ces procédés de discrimination viennent de se passer, en fait, qu'on a en commun. Toutes les communautés, si on peut dire ça, de communautés raciales, excusez-moi du terme, mais bon, voilà, c'est ce qui me vient là. Toutes les personnes dites racisées, eh bien, vont avoir cette chose en commun, c'est-à-dire cette certaine catégorisation de soi qui va être prise en compte par rapport à cette question d'identité. Mais est-ce vraiment pertinent pour définir qui on est ? Eh bien, c'est la grande question à laquelle on va commencer à répondre à partir de maintenant avec Jérémy notamment. Merci. Alors, je ne sais pas si on va y répondre directement, parce que ce serait une grande mission que tu me confierais. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de